Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts pour la vidéo du jour. Avant que l'on entre dans les détails de notre affaire du jour, je voulais prendre quelques petites secondes pour vous parler d'une compagnie artisanale de produits québécois que je viens juste de découvrir et pour lesquels j'ai eu un énorme coup de cœur. En dehors du true crime, l'une de mes plus grandes passions se trouve avec tout ce qui est cosmétique, beauté, maquillage. C'est d'ailleurs dans ce domaine-là que je travaille à côté de YouTube. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis très heureuse de vous parler des douceurs de JK. Je vais vous montrer un petit peu leurs produits que j'ai pu essayer et pour lesquels j'ai eu un énorme coup de cœur. On a là donc quelques petits produits. J'ai ici dans mes mains du sel de bain pomme et fraise. Entre vous puis moi, j'ai rarement senti quelque chose qui sent aussi bon que ça. C'est absolument incroyable. Tous les produits sont entièrement faits à la main, de A à Z. Et j'adore le fait que ça vienne dans des petits bocaux qu'on peut très facilement réutiliser pour éviter le gaspillage. On a ici un enveloppement au chocolat et à l'avoine qu'on peut utiliser aussi bien sur le visage que sur le corps. Personnellement, j'ai surtout envie de le manger. Ça sent incroyablement bon. Et ce que j'aime d'autant plus, c'est que les produits sont faits à base d'ingrédients naturels, contrairement à des choses que l'on peut acheter dans les plus grosses compagnies où on ne sait pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur ou alors la liste d'ingrédients est extrêmement longue. Là, on sait exactement ce qui se trouve à l'intérieur de nos produits. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Dieu sait que j'aime les bougies, je pense que c'est l'un de mes produits préférés, je pourrais dépenser des centaines de dollars là-dedans. On a ici une petite bougie au chocolat. Elles sont tellement bon. Je sais pas si on va bien se rendre compte, mais il y a vraiment des petites barres de chocolat à l'intérieur. C'est adorable. Bref, si jamais vous êtes intéressé par leurs produits, je vais vous laisser les liens de leurs réseaux sociaux dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil puis à supporter nos petits commerces aussi. C'est ce qui est le plus important, je pense, surtout en ce moment. On va donc maintenant passer à notre affaire du jour. Pour la vidéo d'aujourd'hui, si vous avez un petit cœur sensible, peut-être vous abstenir de regarder cette vidéo. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous confortablement car on va commencer. Notre affaire du jour prend place dans la ville de Knoxville, située dans le Tennessee, aux États-Unis. C'est là qu'est née la jeune Emma Walker le 20 mars de l'année 2000. Durant l'année 2014, Emma se trouve être une adolescente de 14 ans qui étudie dans le lycée de Central High School situé à Knoxville. Emma est une jeune fille pleine de joie de vivre et qui, d'après ses amis, a le sourire le plus contagieux possible. Elle est toujours prête pour s'amuser, pour danser et ne manque clairement pas d'énergie. Durant son enfance, Emma a pratiqué la danse et la gymnastique durant de nombreuses années. Et lors de son arrivée au lycée, elle n'avait qu'une idée en tête, entrer dans l'équipe de cheerleader. Emma a toujours été une immense fan de football américain et faire partie d'une équipe est quelque chose qui lui tient énormément à cœur. C'est donc sans grande surprise qu'à la rentrée de l'année 2014, elle se voit acceptée et intègre l'équipe de cheerleader. Sa mère se souvient de l'enthousiasme dans lequel Emma était lorsqu'elle a reçu la nouvelle, et elle se souvient aussi que sa fille lui a affirmé qu'elle prendrait cela très au sérieux pour devenir l'une des meilleures. Emma et ses parents ont toujours eu une relation très fusionnelle, elle leur parlait de tout et passait le plus de temps possible avec eux. Elle était aussi une excellente élève à l'école et étudiait pour un jour devenir infirmière. Aider les autres est quelque chose qui a toujours tenu énormément à cœur à Emma. Ce choix de carrière n'est donc pas du tout étonnant pour ses proches. À l'âge de 14 ans seulement, Emma est tout à fait capable de jongler entre le lycée, ses cours de cheerleading, ses activités extrascolaires, ses amis et sa famille. Elle fait partie des étudiants les plus populaires du lycée. Premièrement, de par sa beauté naturelle, on va pas se mentir, Emma est absolument magnifique. Mais aussi de par sa joie de vivre qui attire les regards de tout le monde et surtout de tous les garçons. Et c'est d'ailleurs un soir d'octobre 2014, durant un match de football américain au lycée, qu'un véritable coup de foudre se passe entre Emma et l'un des joueurs de l'équipe de football. Ce dernier avouera avoir eu un véritable coup de cœur pour Emma lors du show de cheerleading qui avait eu lieu avant match et avoir attendu impatiemment la fin du match pour pouvoir aller l'aborder.
Le jeune garçon en question se trouve être William Riley Gall, âgé à ce moment-là de 18 ans et né le 12 août 1998. Ses proches le décrivent comme un jeune homme charmant et très facile à vivre. Il jongle lui aussi entre le lycée, les entraînements de football et surtout les jeux vidéo qui sont sa plus grande passion. Riley est à ce moment-là déjà en couple, mais suite à sa rencontre avec Emma, il n'hésitera pas une seconde avant de mettre un stop à cette relation pour en entamer une nouvelle avec notre chère Emma. Très vite, les adolescents deviennent ce fameux couple. La cheerleader et le joueur de football, absolument magnifiques aussi bien l'un que l'autre, et toujours collés l'un à l'autre, créant ainsi une vague de jalousie sur leur passage. Le couple est effectivement très fusionnel et cela se ressent de par les réseaux sociaux de Emma notamment, qui se voit rempli de photos des deux adolescents et de petits messages tels que « Regardez à quel point je suis chanceuse » ou encore « Oh mon Dieu, j'ai le meilleur des petits amis ». Bref, nous avons donc là deux adolescents au physique parfait et vivant une très belle histoire d'amour. Mais vous vous doutez bien que si on est là aujourd'hui, c'est que quelque chose a mal tourné à un moment ou à un autre. Les familles de Riley et de Emma sont ravies de la relation naissante entre les deux adolescents. Les parents de Riley trouvent qu'Emma est une très bonne influence pour lui et les parents d'Emma trouvent que Riley est un jeune garçon très charmant et très poli. Cependant, je vous rappelle qu'à ce moment-là, les adolescents ne sont âgés que de 16 et 14 ans. Leurs parents sont donc beaucoup derrière leur dos et surtout s'assurent qu'ils ne passent pas trop de temps seuls tous les deux. Les seuls moments où ils sont autorisés à se voir en dehors du lycée se trouvent être durant la journée et sous la surveillance de leurs parents. Les vendredis avaient lieu les matchs de football à Central High School et bien évidemment les stars de la soirée se trouvent être aussi bien les joueurs de football que les cheerleaders. Emma et Riley avaient toujours extrêmement hâte de performer devant le reste de leur lycée, mais surtout avaient hâte à la fin de la soirée car ils se retrouvaient toujours à un diner se trouvant non loin de leur école pour passer le reste de la soirée ensemble. Lorsque les amis d'Emma apprennent que cette dernière commence à fréquenter Riley, ils n'ont qu'une hâte, faire plus ample connaissance avec lui et l'inclure dans leur cercle d'amis. Cependant, lorsque la première rencontre a lieu, beaucoup d'entre eux se trouvent être extrêmement déçus du comportement de Riley et restent plutôt sur leur faim. Il semble être très distant, très réservé et ne montre pas le moindre intérêt envers les amis d'Emma. Certains d'entre eux disent même de lui qu'il est quelqu'un de froid. Mais voyant à quel point Emma est heureuse lorsqu'elle se trouve aux côtés de Riley, ses amis les plus proches se disent que peut-être ce dernier est tout simplement timide et qu'avec le temps, sa relation avec eux s'améliorera. Malheureusement, c'est l'inverse qui va se produire. Plus le temps passe, plus Riley semble prendre de la distance envers les amis d'Emma, lui ordonnant même d'en prendre elle aussi. Il se montre de plus en plus possessif envers sa petite amie, lui demandant sans arrêt où elle se trouve et avec qui, et lui interdisant même parfois de fréquenter certains de ses amis. Il se met aussi à décider de ses tenues, décidant ce qu'elle a le droit de porter ou non. Cette attitude alarme alors immédiatement les proches d'Emma qui essaient de lui faire réaliser qu'en aucun cas elle ne devrait se justifier des amis avec qui elle est ou de la façon dont elle est habillée. Mais Emma, telle une adolescente de 14 ans, amoureuse pour la première fois, refuse d'entendre quoi que ce soit et les rassure en leur expliquant que ce dernier ne veut que son bien. Pourtant, plus le temps passe, plus la jalousie de Riley s'intensifie. Il surveille Emma sans arrêt et ceci commence à l'affecter elle aussi. Au fil des mois, leur relation devient très instable et ils deviennent ce fameux couple qui ne fait que se séparer et se remettre ensemble sans arrêt. Les parents d'Emma d'ailleurs réalisent que cette situation joue énormément aussi bien sur le moral de leur fille que sur ses notes à l'école. Ils lui confisquent alors son téléphone portable et lui demandent de passer un peu plus de temps avec ses amis comme elle le faisait à l'époque plutôt qu'avec Riley. Emma prétend alors accepter, mais ce que ces derniers ne savent pas, c'est que Riley a offert en secret un iPod à Emma pour que cette dernière puisse rester en contact avec lui par message lorsqu'elle avait le Wi-Fi. Les mois passent et les choses ne font qu'empirer pour le couple. Riley devient de plus en plus possessif et passe son temps à surveiller Emma et à la harceler par message. Nombreux de ces messages sont d'ailleurs remplis d'insultes telles que « Tu es morte à mes yeux, je vais chercher ton nom dans la rubrique mortuaire » ou encore « Je déteste absolument tout de toi, tu es la pire garce que j'ai jamais rencontrée ». Mais chacune de ces menaces était suivie par un message d'excuse et Emma finissait toujours par lui pardonner.
Nous sommes maintenant en 2016, cela fait donc pratiquement 2 ans déjà que le couple se fréquente. Mais les disputes entre les deux adolescents deviennent alors de plus en plus violentes. Les parents d'Emma décident qu'il est alors temps pour leur fille de passer à autre chose. Elle se voit donc interdit de sortir, hormis pour se rendre à l'école, et son téléphone portable qui lui avait été rendu entre-temps lui est de nouveau confisqué. Et pour aider encore plus à la situation, à ce moment-là, Riley a obtenu son diplôme de fin d'études et poursuit maintenant des écoles supérieures à plus de 30 minutes du lycée où Emma étudie toujours, ce qui rassure énormément les parents de cette dernière dans le fait qu'elle va pouvoir peut-être enfin passer à autre chose. Il demande donc à Emma d'arrêter de le fréquenter et Riley n'est plus autorisée à se présenter sous leur toit. En général, ce genre de réaction extrêmement stricte de la part d'un parent sur une adolescente lui donne plutôt l'envie de faire le total opposé et d'aller contre leurs règles. Mais je vous rappelle ici que Emma est une adolescente extrêmement ouverte et extrêmement proche de ses parents. Et bien au contraire, elle a envie de leur obéir et de les rendre fiers. Elle accepte donc de se restreindre aux règles lui étant imposées, et durant plusieurs semaines, ceci semble plutôt bien fonctionner. Les parents d'Emma diront même à ce moment-là qu'ils ont l'impression d'avoir enfin récupéré leur fille, la Emma pleine de joie de vivre qu'ils connaissaient avant l'arrivée de Riley dans sa vie. Du côté d'Emma donc, les choses semblent plutôt bien se passer. En ce qui concerne Riley par contre, c'est une toute autre histoire. Ce dernier est absolument enragé de s'être vu éliminé d'une telle manière de la vie de Emma et décide qu'il n'est pas du tout prêt à passer à autre chose. Il essaie alors par tous les moyens d'entrer en contact avec Emma, mais n'y parvenant pas, décide de faire une tentative de suicide pour attirer son attention. Il avale alors une boîte de médicaments qu'il mélangera à de l'alcool, mais par chance survivra à cette tentative de suicide. Les semaines passent et nous voilà arrivés au début de l'automne de l'année 2016. Emma à ce moment-là reprend un cours de vie plutôt normal et recommence à sortir un peu plus régulièrement avec ses amis suite à l'accord de ses parents. Le 18 novembre 2016 au soir, Emma se retrouve chez l'une de ses amies accompagnée d'autres adolescentes de sa classe. Ce soir-là, elle confie à l'un de ses amis recevoir depuis quelque temps des SMS de la part d'un numéro de téléphone qu'elle ne reconnaît absolument pas et semble plutôt inquiète lorsqu'elle aborde le sujet. L'adolescent lit les messages et réalise alors la gravité de la situation. Ces derniers ne sont pratiquement que des menaces et semblent avoir été envoyés par quelqu'un ayant Emma à l'œil et de très près. La plupart des messages disent des choses telles que « si tu ne sors pas immédiatement de chez toi, l'un de tes proches va en subir les conséquences » ou encore « fais ce que je te demande ou ta famille va souffrir ». Pour elle, il n'y a aucun doute, il s'agit là de Riley ou de l'un de ses amis. Suite au conseil des personnes présentes autour d'elle ce soir-là, elle envoie un message de réponse demandant à l'inconnu d'arrêter de la contacter, sans quoi elle contactera la police. Malgré cela, les messages continuent d'arriver et se font de plus en plus étranges, jusqu'à ce qu'elle en reçoive un affirmant que Riley est actuellement devant la maison de l'ami chez qui Emma se trouve. Elle se fige alors à la lecture de ce message, se demandant comment cette personne peut être au courant de l'endroit exact où elle se trouve. Ne sachant quoi faire, elle en parle alors à ses amis, et ces derniers décident de simplement ouvrir la porte pour vérifier si le message dit vrai. Et à leur grande surprise, ils se trouvent alors nez à nez avec Riley, allongé sur le sol et ne réagissant pas. Emma se précipite alors vers lui pour s'assurer qu'il aille bien, et c'est à ce moment-là que Riley reprend soudainement conscience et affirme avoir été kidnappé et ne se souvenir de rien. Je vous rappelle tout de même qu'à ce moment-là, Riley vit à plus de 30 minutes de là où vit Emma. C'est donc plutôt étrange qu'il se fasse kidnapper et se voit déposé exactement devant la maison où se trouve Emma à ce moment-là. Beaucoup de coïncidences plutôt étranges, mais c'est en tout cas la version des faits que va donner Riley. Emma, qui ne s'attendait absolument pas à se retrouver face à Riley à ce moment-là et qui commençait seulement à tourner la page, fond alors en larmes et lui demande de bien vouloir à son tour l'oublier et passer à autre chose. Le groupe d'adolescents rentre alors de nouveau chez l'ami d'Emma et Riley quitte les lieux. Suite à cela, Emma décide de passer la nuit au domicile de son amie et reprend la route le lendemain matin. Elle est accompagnée par une autre amie qui vit à seulement quelques maisons de chez elle. Emma décide donc de la faire monter à bord de son véhicule et de la déposer chez elle avant de rentrer. Sauf que pour arriver chez son amie, Emma est obligée de passer par devant chez elle, ce qu'elle fait donc.
Et lorsqu'elle arrive au niveau de son domicile, les deux jeunes filles remarquent depuis la voiture un homme plutôt étrange et qu'elles ne reconnaissent pas. Ce dernier est habillé en noir de la tête aux pieds et porte un sweat avec la capuche sur la tête. Elles ne sont donc pas capables de voir son visage. Le fait que l'homme se trouve à seulement quelques pas du domicile d'Emma les inquiète un peu et les font se questionner sur son identité. L'amie d'Emma semble avoir reconnu Riley et lui affirme que d'après elle, il n'y a aucun doute, il s'agit là bel et bien de lui. Mais Emma refuse d'entendre cette possibilité. D'après elle, Riley est bien loin déjà et est retourné étudier à plus de 30 minutes de là. Il n'a donc aucune chance que l'homme en question soit Riley. Les deux filles finissent par changer de sujet. Emma dépose son amie et rentre chez elle. Les choses se passent plutôt bien durant quelques minutes, mais c'est alors qu'elle aperçoit par la fenêtre l'étranger en question, la capuche couvrant son visage, se diriger vers chez elle, où elle se trouve actuellement seule, et ce dernier commence alors à tambouriner à la porte. Emma est alors prise de panique et ne sait comment réagir. Elle se cache dans la maison et se met à pleurer en priant pour que l'homme finisse par arrêter et partir. Ce dernier est pourtant persistant et continue de frapper frénétiquement à la porte. Emma, dans un élan de panique, décide alors d'envoyer un message à Riley en lui expliquant ce qu'il se passe et en le suppliant de bien vouloir lui venir en aide. Elle attend alors patiemment, repliée sur elle-même et priant pour qu'il ne lui arrive rien, lorsque tout à coup, les coups s'arrêtent à la porte et Riley arrive. Les amis ainsi que la famille d'Emma sont bien persuadés qu'il s'agit là d'une énième tentative de la part de Riley pour essayer de se rapprocher d'Emma. Mais cette dernière la rassure qu'il n'a rien à voir dans cette histoire et elle est bien contente de l'avoir contacté pour qu'il vienne la rassurer. Mais Riley n'est pas venu les mains vides ce jour-là. Il a apporté avec lui l'arme à feu de son grand-père, un 9 mm que ce dernier gardait rangé en cas de besoin. Il affirme alors à Emma n'avoir amené l'arme que dans un but de protection, ne sachant pas si l'homme qui frappait à sa porte était un individu dangereux ou non. Mais lorsque la mère d'Emma apprend que Riley est venu chez elle durant son absence, que sa fille a toujours des contacts avec lui malgré le fait qu'elle le lui ait interdit, et qu'en plus il était à ce moment-là armé, elle sort totalement de ses gonds et demande alors à Riley de ne plus jamais contacter ou s'approcher de sa fille. Cette fois-ci, la situation devenait bien trop grave et la mère d'Emma commençait à sérieusement s'inquiéter pour sa fille. 2 jours passent et le 20 novembre 2016 arrive. Ce soir-là, la famille Walker se retrouve autour d'un bon dîner et sous les coups de 10h au soir, chacun des membres de la famille rejoint sa chambre pour la nuit. Aux alentours de 2h30 du matin, le calme le plus total règne sur la maison. Et c'est alors que le père de famille se voit réveillé brutalement par des bruits provenant de l'intérieur du domicile. Il pense avoir entendu une porte s'ouvrir ainsi que des bruits de pas. Il tend alors l'oreille pour s'assurer qu'il ne s'agit pas là peut-être d'un des enfants s'étant réveillé, mais c'est lorsqu'il entend la porte de nouveau qu'il réalise que quelque chose ne va pas. Il se lève alors, inspecte la maison et ouvre les portes de la chambre de Emma et de son petit frère, mais rien ne semble hors de l'ordinaire. Il se dit alors avoir peut-être rêvé et retourne se coucher. Le soleil se lève alors et la routine familiale au domicile des Walker se met alors en route. Emma se réveille toujours aux alentours de 6h du matin et descend pour prendre le petit déjeuner accompagnée de ses parents. Ce jour-là néanmoins, il est approximativement 6h15 et la mère de famille réalise que Emma n'est toujours pas levée et que la porte de sa chambre se trouve toujours fermée. Elle entrouvre alors la porte et réalise que la pièce est alors toujours plongée dans le noir et que Emma dort toujours. Elle appelle donc le prénom de sa fille pour la réveiller, mais cette dernière ne réagit pas. Elle décide alors d'entrer dans la chambre, s'assoit au bout du lit de sa fille et commence à lui secouer doucement la jambe, mais à nouveau, aucune réaction de la part d'Emma. C'est alors qu'une angoisse monte en elle. Elle soulève tout doucement la couverture et réalise qu'Emma est inconsciente. Ses lèvres sont bleues et son teint est extrêmement pâle. Elle appelle alors la police et une ambulance se rend tout de suite sur place. C'est alors avec horreur que Emma Walker se voit déclarée morte à l'âge de 16 ans seulement. La police inspecte la scène et en vient rapidement à la conclusion qu'il s'agit probablement là d'un suicide. Mais après de plus amples recherches, ils découvrent 2 trous à l'intérieur du mur correspondant à la taille d'une balle. L'un des trous se trouve exactement au-dessus de l'oreiller d'Emma et une balle est retrouvée logée à l'arrière de son oreille gauche, tandis que l'autre coup a été tiré un peu plus bas et la balle est retrouvée à l'intérieur de l'oreiller d'Emma. Les 2 coups de feu ont été tirés depuis l'extérieur de la maison
et le fait qu'ils aient été aussi précisément tirés de façon à atteindre Emma au niveau de la tête laisse à penser que le tueur était familier, voire même très familier avec la disposition de la chambre de Emma, et était donc certain qu'en se plaçant de cette façon, il atteindrait sa cible. D'après les officiers de police, la balle qu'Emma a reçue derrière son oreille gauche l'a tuée immédiatement sur le coup, ce qui explique pourquoi elle n'a pas tenté d'alarmer le reste de sa famille. Un nombre incalculable de personnes rendent alors hommage à Emma, aussi bien ses amis, sa famille, ses voisins, ainsi que toutes les personnes ayant un jour croisé le chemin de ce rayon de soleil qu'était Emma Walker. Un lâcher de ballon est organisé à Central High School et un nombre infini de messages en son honneur sont déversés sur les réseaux sociaux, y compris de la part de Riley Gaul. Ce dernier écrit « Je t'aime Emma, je ne réalise pas encore ce qu'il s'est passé, c'est encore trop tôt. Je sais que tu es au courant, que j'aimerais pouvoir être là, mais je ne le peux pas. Je t'aime. » Et ira même jusqu'à écrire dans sa biographie sur Twitter « Je vis chaque jour au travers d'Emma. Je t'aime ma belle et je sais que tu es dans un meilleur endroit maintenant. » Dès les débuts de l'enquête, les parents d'Emma assurent aux policiers qu'il n'y a qu'une seule personne capable de faire cela et que cette personne se trouve être Riley Gaul, l'ex-petite amie de Emma. Les policiers décident tout de même d'interroger les amis ainsi que les proches d'Emma pour voir si ces derniers ont peut-être un autre suspect en tête ou sont peut-être au courant de certaines choses ayant eu lieu dans la vie de Emma que ses parents ne connaissaient pas. Mais sans surprise, le seul et unique nom qui revient à chaque fois se trouve être celui de Riley Gaul. Riley est lui aussi interrogé et nie avoir quoi que ce soit à voir dans la mort de Emma. Il partage être désemparé face à la situation et joue l'ex-petite amie désespérée, affirmant préférer encore se tuer lui-même avant de faire du mal à Emma. Et d'ailleurs, une chose que les officiers de police vont remarquer durant l'interrogatoire se trouve être le fait que Riley ne prononce jamais le nom de Emma. Il préfère dire tout simplement elle ou alors la fille, ce qui se trouve être quelque chose de très souvent observé chez un tueur lorsque ce dernier ne peut affronter le fait qu'il a enlevé la vie d'une personne. Il en devient très compliqué pour lui de prononcer le nom de cette dernière. Les amis de Riley sont à leur tour interrogés et ces derniers vont apporter des indices plutôt importants aux policiers. Deux d'entre eux, Alex et Noah, admettent avoir eu une discussion plutôt étrange avec Riley quelques jours avant le meurtre d'Emma. Ce dernier leur aurait demandé s'il était possible de totalement retirer les empreintes digitales sur une arme à feu, prétendant poser cette question pour son colocataire. Puis, le matin du meurtre, très peu de temps après la découverte du corps, ce dernier aurait contacté de nouveau Noah et Alex pour leur demander s'ils accepteraient de l'aider à se débarrasser du 9 mm qu'il avait volé à son grand-père, affirmant qu'il n'avait rien à voir dans le meurtre d'Emma, mais qu'il ne voulait pas prendre le moindre risque de se retrouver lié à cela. Ceci mit les deux garçons extrêmement mal à l'aise et leur fit réaliser que Riley était très probablement impliqué dans la mort d'Emma. Entre-temps, quelque chose de très intéressant est découvert par les autorités après la fouille du téléphone d'Emma. Moins de 2 heures avant le meurtre, ce fameux 20 novembre 2016, Riley avait contacté Emma et les deux sont restés au téléphone quelques minutes durant lesquelles Riley essayait tant bien que mal de convaincre Emma de lui donner une seconde chance. Mais la réponse de cette dernière était ferme et définitive. Elle souhaitait passer à autre chose et lui demandait d'en faire autant. Une énième dispute éclate alors entre les deux et Riley met alors fin à la conversation brutalement en raccrochant. Pas le moindre doute pour les officiers de police, Riley est le coupable, mais n'ayant malheureusement pas de preuves suffisantes pour procéder à son arrestation, ni le moindre aveu de sa part, ils ne peuvent à ce moment-là rien faire. C'est alors avec miracle qu'Alex et Noah se présentent de nouveau au poste de police et proposent aux officiers un plan qui leur permettrait d'obtenir les aveux de Riley à son insu. La veille, ce dernier a envoyé un message aux deux garçons, leur demandant de ne plus parler avec la police et que si ces derniers désobéissaient à cela, quelque chose de pas très fun leur arriverait. Ceci était trop pour eux et les adolescents décidèrent qu'il était de leur devoir de faire en sorte que ce qui était arrivé à Emma ne se reproduise pas. Ils exposent donc leur plan aux policiers et même si ces derniers sont plutôt sceptiques,
Ils finissent par accepter car ils savent très bien au fond d'eux que c'est le seul moyen de pouvoir procéder à l'arrestation de Riley. Ils équipent alors Alex et Noah de caméras de surveillance et de micros, retransmettant alors tout ce qu'il se passait à l'intérieur de la voiture des garçons aux policiers et demandent aux adolescents d'envoyer un message à Riley affirmant être d'accord pour l'aider à se débarrasser de l'arme de son grand-père. Riley est ravi et leur demande alors de le rejoindre directement chez lui où ils pourraient discuter de la meilleure moyen de procéder. Les trois garçons se retrouvent donc au domicile de Riley où ce dernier leur expose son idée qui serait de jeter l'arme dans la rivière du Tennessee qui fait approximativement 1050 km de long. Il est donc certain que là-bas personne ne la retrouvera jamais. Il continue cependant d'affirmer qu'il n'a rien à voir dans cette histoire et veut juste se débarrasser de l'arme pour ne pas se faire accuser à tort. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la conversation est entièrement filmée et retransmise directement aux officiers de police qui se trouvent à ce moment-là dans un van à seulement quelques mètres de là. Les trois garçons prennent alors la route en direction de la rivière. Et une fois sur place, lorsqu'ils sont garés et que Riley sort l'arme et s'apprête à la jeter, nos policiers font alors leur apparition et procèdent à l'arrestation de Riley Gaul. Ils ont à ce moment-là toutes les preuves dont ils ont besoin pour pouvoir charger Riley du meurtre de Emma Walker. Dans le coffre de la voiture sont retrouvés des vêtements noirs, des chaussures et des gants noirs, mais aussi un sweat à capuche, le même exactement que celui que l'homme ayant effrayé Emma en frappant frénétiquement à sa porte portait ce jour-là, d'après la description de cette dernière à ses parents. Riley ne tente même pas de se défendre et se laisse embarquer dans le silence le plus total. Son procès a lieu en mai 2018 et il ne niera aucunement être le responsable de la mort d'Emma, mais affirmera cependant que ceci était le résultat d'un accident. D'après lui, il voulait simplement cette nuit-là effrayer Emma, mais n'avait aucune intention de la tuer. C'est sûr que de tirer 2 coups de feu depuis l'extérieur de sa maison directement en direction de son lit, où il savait très bien qu'elle était actuellement en train de dormir, ne se trouve absolument pas être une tentative de meurtre. Non, 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 pas du tout. Après 5 heures de délibération, Riley Gaul est reconnu coupable de meurtre au premier degré et reçoit la prison à vie avec la possibilité de libération conditionnelle après 51 ans, soit lorsqu'il aura atteint l'âge de 69 ans. Riley est à ce jour incarcéré dans le complexe correctionnel de Northwest à Tiptonville dans le Tennessee. Justice est enfin rendue à Emma Walker et Jill Walker, la mère de cette dernière, espère que ce qui est arrivé à sa fille pourra servir d'exemple à d'autres personnes se trouvant elles aussi dans des relations amoureuses tumultueuses. Elle affirme « Lorsque votre petite amie vous dit que vous ne pouvez pas aller à un tel endroit, porter tel ou tel vêtement, décide des personnes à qui vous avez le droit de parler, ça n'est pas normal. Si cette personne se renferme soudainement sur elle-même et devient trop silencieuse, ça n'est pas un bon signe non plus. » Il ne s'agit pas là que de bleu sur le corps, on parle aussi d'émotion et de contrôle. En mémoire d'Emma Walker, de son amour pour les chiens, ainsi que de son rêve de devenir infirmière dans une unité de soins intensifs néonatal, un parc à chiens et une salle pour les patients de l'hôpital pour enfants du Tennessee de l'Est ont été renommés en son honneur. Et voilà qui conclut notre affaire du jour dédiée à Emma Walker. Comme toujours, laissez-moi vos avis et vos opinions en commentaire et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être informé des nouvelles publications sur ma chaîne. Je vous remercie comme toujours d'avoir été au rendez-vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!